venu le temps d'errer des mutants sur l'île de Krakoa, c'est tous les jours un enfer. Vous l'aurez compris, il est temps de revenir sur la saga des X-Men Air Krakoa pour vous parler de l'event Inferno. Même si cette époque des X-Men est déjà sortie en VF depuis un moment, j'ai lu tous les épisodes afin de pouvoir au mieux vous donner mon avis et vous conseiller les séries à lire et à éviter. Let's go! Comment en est-on arrivé là? Je te renvoie aux précédentes vidéos pour en savoir plus sur l'ère Krakoa des X-Men. Mais, précédemment, chez les mutants, une nouvelle équipe de X-Men est formée, les mutants ont terraformé Mars et une humaine est morte lors du Hellfire Gala, la Scarlet Witch. Et oui, c'est passé quelques petits trucs. Aliens. L'équipe des Aliens doit faire face à de nouvelles menaces, dont le retour de Mister Sinistre, mort dans l'Outre-Monde par Tarn et ses Locusville, mais la plus grande menace viendra encore de l'intérieur, avec pas mal de dissensions au sein de l'équipe, qui va finir par faire exploser le groupe entre les inimitiés, les secrets de Quanon, Nani et son nouvel enfant, ou encore la jalousie d'Orphan Maker. C'est la fin des Aliens. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Aliens, c'est d'être resté fidèle à elle-même, à savoir une série parlant d'un groupe de parias et à être capable de nous les rendre attachants. Et oui, c'est bien Zeb Wells au scénario, le même Wells qui fait tant de mal à Spider-Man. Ici, l'auteur nous offre des missions assez simples, mais qui échouent la plupart du temps, et le plaisir de lecture est dans les relations entre les personnages qui ne sont pas faits pour travailler ensemble. Et toute l'action ne sert qu'à mettre encore plus en avant à quel point ces personnages assez secondaires de l'univers X-Men sont des inadaptés sociaux. Hélas, au passage, des personnages comme Sinistre ou Havok sont un peu écornés dans le processus. Si Havok a bien eu son lot de mauvais traitements et de problèmes mentaux, ils étaient derrière lui depuis un bon moment, et donc hors de propos. D'ailleurs, je trouve l'omniprésence de Sinistre un peu gênante à la longue, surtout qu'au final, ces manigances n'ont pas grande utilité jusque-là. Tous les personnages ne sont pas traités avec la même attention, et certains sont juste là pour combler les rangs. Mais chacun a le droit à sa conclusion. L'emphase sur cette fin de série est mise sur Nani et Orphan Maker, qui nous offrent des moments assez touchants, mais au final, on sent déjà que le tout s'essoufflait un peu, était un peu en dessous des débuts de la série et que l'auteur ne savait pas trop où aller tout en préparant des éléments pour la suite, comme le retour de Madelyne Pryor. Du coup, c'est pas plus mal de ranger les jouets, non? X-Force. X-Force a fort à faire dans ce tome, avec des créatures plantes qui attaquent Krakoa, un nouveau Man-Thing, Manslaughter, qui fait son apparition, les connexions entre Dr. Bloodroot et le groupe Zeno qui deviennent plus claires, le retour de la menace russe, le fauve qui se fait infecter, et Wolverine qui surfe avec une planche en adamantium. Oui, rien que ça. Plus X-Force avance, et plus j'ai l'impression de lire un peu les mêmes histoires depuis le début. Au bout de 26 numéros, c'est toujours Krakoa contre les Russes, ou Xeno, ou Terra Verde, avec une équipe qui a du mal à fonctionner ensemble, et un fauve qui tend de plus en plus vers le côté obscur. Percy essaye de faire avancer toutes ces intrigues par petits à-coups, mais on passe de moments assez barbants à des moments complètement what the fuck, comme Wolverine et sa planche en adamantium, ou le remake du Voyage intérieur. Et l'un des plus gros soucis à mes yeux, c'est que le tout est très lent. Et quand on a des révélations comme le coup de Colossus, on ne peut s'empêcher de se dire que le tout risque d'être finalement assez décevant. Heureusement, la dernière partie, avec les états d'âme de Quentin Quire et son évolution, sauve un peu tout ce passage du run de Benjamin Percy. Espérons que le tout se reprenne un peu pour la suite. Côté dessin, Cassara n'assure que les couvertures pendant que des artistes fill-in le remplacent, et hélas, ça se ressent au niveau général. X-Men. La toute nouvelle équipe des X-Men, composée de Cyclope, Jean Grey, Malicia, Sunfire, Polaris, Wolverine version Laura et Cinch ont bien décidé de sauver le monde en faisant ce qui est juste. Le tout depuis leur QG de Central Park. L'équipe va devoir faire face à de nombreux ennemis, plus violents les uns que les autres, et tous bien décidés à éradiquer toute forme de vie sur Terre. C'est l'occasion aussi de rencontrer de nouveaux adversaires, que ce soit avec le Dr Stasis ou Fei Long, et de voir que la conquête de Mars ou le secret de l'immortalité des mutants vont poser des problèmes. Le roi Hickman est mort, vive le roi, et bienvenue à Gary Dugan sur le titre. Ce dernier décide de partir sur des choses plus conventionnelles avec une petite équipe fixe, une base en dehors de Krakoa, et de faire une série feel good où les héros sont fiers de représenter leur nation. On est sur une formule de méchant du mois qui permet de montrer des menaces variées, de faire interagir ces mutants avec d'autres éléments de l'univers Marvel qu'on n'a pas vu depuis un moment, comme le maître de l'évolution, et surtout de commencer à préparer des intrigues diverses qui vont apporter leur lot de complications aux X-Men. Que ce soit le casino de l'espace ou l'enquête de Bani Uric sur la mort de Cyclope, il y en a pour tous les goûts. Du côté de ce que j'ai moins aimé, on a le fait que l'équipe s'entende tout de suite très bien, arrive à travailler en symbiose dès le début et qu'elle est ultra puissante. Alors oui, ça donne des scènes sympas, mais alors à quoi servent les autres super-héros? Et de là
là à faire un méca dès l'épisode 1, c'est un peu limite. C'est un souci de Dugan qui cherche à être dans le fun et l'extraordinaire presque tout le temps, quitte à ne pas laisser respirer ses personnages. De même, la psychologie des personnages est à peine effleurée. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la cam de Dugan, ou parce qu'on n'a pas le temps entre tous les sous-arcs et les scènes d'action? Je n'en sais rien, mais quand on a l'occasion d'avoir des avancées comme avec l'épisode avec Cauchemar, on reste très en surface. Après, on ne va pas se cacher que ça fait plaisir de revoir les X-Men de retour à New York et de redevenir des super-héros. Et je pense que ce titre est un bon point d'entrée pour quelqu'un voulant prendre le train en marche. Un autre élément qui est très appréciable, c'est le retour de Pepe Larraz au dessin. Même s'il ne signe pas tous les épisodes, il pose sa patte et nous rappelle qu'il était là depuis le début de cette nouvelle ère. Excalibur. Betsy Braddock est de retour dans les rangs d'Excalibur et, en tant que Captain Britain, a repris sa place de représentante de notre Terre dans la cour de Saturnine. Mais de nouvelles menaces pointent à l'horizon, avec le retour du roi Arthur et de Merlin, prêts à déclarer la guerre, et les 10 royaumes de l'Outre-Monde devant décider si les mutants sont les bienvenus ou non dans leur royaume. Et comme si ça ne suffisait pas, Dr Doom complique encore un petit peu plus la vie de l'équipe britannique. Avec ce nouvel arc, Tiny Howard fait référence à pas mal d'éléments passés d'Excalibur ou de Captain Britain, comme les Furies, la Strike Force ou la relation de Morgan Le Fay et Doom. À côté de ça, on nous montre comment la conspiration anti-mutante au sein du gouvernement anglais augmente au point de chasser les mutants de son sol, et de même dans l'outre-monde. Mais ce qui peut s'expliquer dans un monde terre-à-terre a du mal à vraiment faire sens dans un monde fantastique. Surtout que l'évolution est assez brutale, et comme nous avons toujours la même équipe créative en place, on retrouve les mêmes défauts, à savoir que la série est ultra centrée sur Betsy Braddock, au point où les autres personnages font de la figuration. Dr Doom est un peu le guest qu'on nous met partout en ce moment, et son écriture est des plus discutables. On a la sensation d'avoir affaire à un enfant impatient plus qu'au terrible adversaire des Fantastic Four. Toute la situation avec Merlin, Arthur et Mordred est assez mal gérée, on ne comprend pas bien les changements de caractérisation de ces personnages, et la guerre en elle-même va bien trop vite pour être impactante. De même, l'obsession de Betsy Braddock pour l'outre-monde, au détriment de sa nation, de ses compagnons, et tout le reste semble un peu too much, non? Excalibur, c'est vraiment le titre le moins X-Men de toute la gamme. Je reconnaîtrai que cet arc est peut-être ce que la série a sorti de mieux, même si c'est toujours moyen. Way of X. On continue l'exploration de l'Éden qui est supposé être Krakoa via le personnage de Diablo et Légion. Et si ces deux-là veulent aider Lost et Fabian Cortez, c'est surtout au pire mutant de tous les temps que tout le monde va devoir faire face, Onslaught. Avec Way of X, Simon Spurrier voulait montrer que la société mutante connaissait un virage éthique, lié au fait de ne plus mourir. Et c'est vrai que sur le papier, c'est une chose intéressante à traiter. Et passé les premiers épisodes, on était bien parti. Le problème, c'est qu'on introduit ici le retour de Onslaught et on le rend responsable de la perte d'inhibition des mutants. Est-ce que ce n'est pas un peu simple comme réponse? Le vrai souci est que Spurrier veut aller dans tous les sens en 5 épisodes et qu'on ne voit pas où il veut en venir. Il y a même des plots qu'il arrête tout simplement de traiter au cours de la série. En plus, les personnages ont peu de relief. Diablo n'est défini que par sa foi, par exemple. Et pire encore, Spurrier ne répond pas aux questions qu'il a lui-même soulevées. Alors oui, ça nous pousse à réfléchir, mais pas à faire avancer la trame narrative. Qui aura sa résolution en plus dans Onslaught Revelation? X-Corp. La X-Corporation continue son envol en trouvant de nouveaux membres pour épauler le lancement des nouveaux projets. Mais la société a-t-elle une chance de fonctionner avec des gens si hauts en couleur, de faire face aux OPA d'autres corporations et de résister à la concurrence au sein même des mutants? Et revoilà la deuxième série de Tiny Howard. À croire que l'aspect magique de Excalibur ne suffisait pas, parlons économie avec X-Corp. Et là encore, traiter de l'aspect économique de Krakoa pouvait être quelque chose d'intéressant, mais la série n'arrive pas vraiment à trouver son but. X-Corp n'est qu'une énième série super-héroïque avec un peu de blabla économique dedans. Et dites-vous qu'il y a pire, ce sont les conversations entre M et Angel. Si on rajoute à ça les méchants peu inspirés qui semblent mieux savoir comment fonctionnent les sauvegardes cérébraux que nos héros, une Trinari qui est plus occupée à faire copine-copine avec une méchante chef de compagnie, l'action bas du front et le Deus Ex Machina what the fuck, on a la plus mauvaise série de cette vague. À croire que Marvel a vite compris son erreur en validant ce projet puisque le numéro 5 marque la fin de la série. De quoi faire des économies de temps et d'argent. Finalement, ce qu'il y a de mieux dans X-Corp, ce sont les couvertures de David Harra. Marauders. Après le Hellfire Gala, il est temps pour les révélations entre le retour de Lourdes Chantel ou de Harry Leland dans le Club des Damnés. C'est encore l'occasion d'en apprendre plus sur le passé d'Emma Frost et du club d'une manière générale. Et pendant ce temps, le reste de l'équipe part pour la plus grande des mers, l'espace, pour vivre des aventures encore plus folles à base de Nova déchus et autres courses-poursuites.
Avec ce nouvel arc, Gary Dugan nous rappelle que tout le monde n'a pas un code de l'honneur aussi clair que les X-Men sur Krakoa. Et ça, que ce soit avec les sœurs Cuckoos qui aident Wilhelmina Kensington à assouvir sa vengeance sur ses traumas d'enfance, ou tout le jeu d'intrigue entre Emma Frost et Sebastian Shaw. Comme le scénariste part pour les X-Men, c'est le moment de conclure et de ranger les jouets. Du coup, on n'a pas de vraie conclusion d'un autre côté, il n'y avait pas de vrai fil rouge. Et l'auteur avait oublié de trouver de vraies raisons à certaines de ses intrigues, comme Kitty ne pouvant pas passer les portails. On a plus des ouvertures vers de nouvelles voies possibles, avec de nouveaux membres de la Hellfire Trading Company qui prennent la place des anciens. Mais pourquoi fait-on avancer tout ça dans les derniers épisodes? Et au final, toute la série Marauders n'aura eu pour but que de faire avancer la Hellfire Company. Parce qu'au final, rien n'a changé pour l'équipe elle-même. Gary Dugan continue à vouloir faire du fun et de la démesure en mettant cette fois-ci son équipe dans l'espace, dans des situations toujours plus what the fuck, avec des références à peine cachées à Star Wars, et en poussant les pouvoirs de nos héros à des sommets jamais vus, en faisant limite les personnages les plus puissants de la Terre. Je parle bien de toi, Iceman, ou des télépathes capables de nous entendre à l'autre bout de l'espace quand ils ne peuvent pas le faire dans un autre pays dans les autres séries. Et le tout est limite ridicule, hélas. De même, rajouter continuellement de la backstory à Emma Frost devient un peu lourd à la longue. Décidément, elle en aura fait des choses dans sa jeunesse. Côté dessin, Noto est digne de lui-même. C'est beau, mais assez statique, et ça manque un brin d'émotion par moment. New Mutants. C'est l'occasion d'enfin terminer l'arc commencé il y a un moment avec le Roi d'Ombre. Alléluia. On continue donc à gérer côte à côte les deux équipes de New Mutants, les anciens et les jeunes, sauf que les histoires vont enfin se rejoindre avec la mort et la résurrection non prévue de Gabi. Parce que oui, notre chère bande d'ados va encore continuer à faire n'importe quoi et tout sera pardonné. Et dire que certains de ces ados ont été des New X-Men, à croire que la maturité n'arrivera jamais pour eux. L'intrigue est cousue de fil blanc pour amener à la confrontation des anciens avec le Roi d'Ombre, dont on comprend un peu mieux les motivations. Krakoa rend les gens trop mous. Idée qu'on a déjà vue dans d'autres titres au passage. On va donc avoir droit à une lutte idéologique et physique où le combo des pouvoirs va être encore la clé en montrant à quel point la puissance des pouvoirs mutants a été augmentée. À se demander comment les mutants font encore pour avoir des adversaires, hein. Mais le principal souci de cette histoire est que le tout a duré longtemps pour ne pas avoir beaucoup avancé et le tout sans que les X-Men, le Conseil ou X-Factor n'interviennent alors qu'on a quand même des meurtres. La résolution est aussi très simpliste. Amal Farouk, l'hôte du Roi d'Ombre, est une victime lui aussi. Ça aura juste permis d'approfondir les relations des personnages et de donner une nouvelle orientation à Farouk. Mais en soi, la série est un peu ennuyeuse pour ce qu'elle veut raconter et son aspect visuel expérimental rebute un peu. Sword, alors que le Hellfire Gala est terminé, un invité est toujours présent. Victor Von Fatalis. Toujours prêt à parler de trône, d'empire, de magie, de mystérium et même de la Last Annihilation. Et maintenant que les mutants sont devenus interplanétaires, que Arakko s'est proclamé comme le centre du système solaire, il faut que sa régente règne. Place à Storm. Mais faut-il encore qu'elle fasse ses preuves à son peuple, jour après jour, sans faillir. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer puisque la Légion Fatale attaque Arakko et qu'une taupe est découverte sur le Sword. Après King in Black et le Hellfire Gala, voilà que la série est une fois de plus parasité par un event, The Last Annihilation. Ça commence à faire beaucoup en peu de temps, hein. Du coup, on a des tie-in qui ne sont pas désagréables à lire, mais on passera à côté de beaucoup d'éléments si on n'a pas lu le reste de l'event. Pour le reste, la série est centrée sur Storm et son nouveau rôle. Il est clair que vu l'évolution offerte au personnage, il fallait cette mise en lumière. Alley Wing joue avec la continuité des X-Men pour recréer des situations faisant écho à d'autres, comme le combat de Storm et Tarn qui rappelle celui contre Callisto pour le contrôle des Morlocks, ou le retour de James Hudson de Alpha Flight. On revient un peu sur le sujet de la série avec une attaque de Mars par la Légion Fatale et Peter Gyrich qui révèle avoir un traître dans l'équipe qui l'aide à mener les plans d'Orkis. Mais bon, la base des mutants qui se fait méchamment attaquer, ça commence à être du vu et revu depuis le début de l'ère Krakoa, non? Et pour le coup du traître, le tout est assez prévisible, sauf le retournement final avec Brand qui lui fait un peu sorti de nulle part, au point de me faire souffler du naso. Et à noter que là aussi on a un super power-up des mutants avec deux mutants capables de travailler ensemble pour retéléporter toute une station spatiale dans l'espace. Visuellement, Stefano Caselli n'est plus là, donc le tout perd un petit peu de splendeur sans pour autant être moche. Au final, le Sword n'est jamais au centre de ses propres intrigues. On est plus là devant une série servant à nous présenter la situation qui servira à la prochaine série, X-Men Red, mais est-ce qu'autant d'exposition était nécessaire? Wolverine.
Des diamants servant au processus de résurrection ont disparu lors de l'incendie du bateau des maraudeurs. Wolverine mène l'enquête, mais quel jeu joue Solem dans l'histoire? Logan va devoir faire face au pirate Araki, sévir Blackmore, mais est-ce une piste pour attraper Solem ou une distraction? Benjamin Percy continue les aventures solo de Logan pour mieux nous parler de Krakoa et du peuple Araki. Et il arrive à faire ça sans oublier tous les aspects de Logan, que ce soit avec Madripoor, sa relation avec Maverick, celle avec Solem, l'importance pour lui des lames Muramasa, ou bien ses moments plus solidaires comme sa chasse à la baleine façon le vieil homme et la mer. Percy continue d'offrir à Logan son lot de questionnements sur sa place sur Krakoa, son but, son rapport à la violence et l'impact qu'il a de manière générale sur les mutants. Rien de tout ça n'est forcément ultra innovant, mais le tout trouve sa place dans l'ère Krakoa et Percy arrive à nous donner une bonne voix à Logan. On a presque l'impression qu'il a enfin trouvé son chez lui. Le tout en étant divertissant, pas forcément des plus profonds, mais efficace et servi par un Kubert qui est toujours en très grande forme, accompagné de Paco Medina, Paco Diaz et Javier Fernandez qui font bien l'affaire. Sabertooth. L'île-nation de Krakoa est une terre vierge pour la mutanité, un paradis après des années de persécution. Mais même les mutants doivent faire face à des monstres en leur sein, et Victor Creed, alias Dent Sabre ou Sabertooth, est peut-être l'un des pires. L'un des premiers actes du Conseil Silencieux a été d'exiler le sauvage Sabertooth dans la fosse en dessous de Krakoa, enfermé dans les ténèbres pour ses trop nombreux crimes contre les mutants comme les humains. Maintenant, vous êtes sur le point de découvrir ce qu'a fait Sabertooth depuis son bannissement, et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Ne vous y trompez pas, Victor Creed n'est pas une brute sanguinaire. C'est aussi un égocentrique, abusif et manipulateur. Et entrer dans la fosse et devoir faire face à lui-même l'a changé, mais pas comme on pourrait le penser, puisqu'il en a fait son enfer personnel. Avec la série Sabertooth, c'est l'occasion de s'intéresser à lui ainsi qu'à tous les autres personnages qui se trouvent dans la fosse pour ne pas avoir suivi les règles de l'île ou avoir des plus hauts conseils. Creed va y voir une opportunité de se venger. C'est l'occasion aussi de retrouver la X-Woman Oya, Madison Jeffries, Nekra, Melter et Third Eye, et de voir comment ils vont essayer de collaborer pour survivre à la fosse, s'en évader, à moins qu'une version de Dent de Sabre ne les tue avant. C'est l'occasion de parler d'incarcération abusive, de traitement des minorités, la plupart des personnages ici sont afro-américains, et le conseil, majoritairement caucasien, que l'incarcération est un système injuste qui ne donne pas le résultat recherché, mais aussi de la complexité de l'être humain, des nuances de gris dans le bien et le mal, et du fait que le Conseil silencieux n'est peut-être pas aussi bon qu'on veut bien nous le laisser croire. C'est aussi l'occasion d'une exploration de la personnalité de Sabertooth, de voir ce qu'il fait, ce qu'il est. On ne va pas avoir de la sympathie pour Creed, mais on va réussir à un peu mieux comprendre ses motivations et son mode d'action. C'est assez sympathique et assez déroutant, surtout quand on vous annonce une série Dents de Sabre. Mais côté défaut, c'est un peu trop abstrait et le casting de personnages très obscurs fait qu'on a peu de chances de s'attacher à eux. Le tout va déboucher sur une sorte de casse et servir une autre mini-série, Sabertooth and the Exiles, que j'ai hâte de lire. Le dessin de Leonard Kirk n'est pas le plus fin ou le mieux adapté pour les scènes d'action, mais il le compense par des expressions faciales bien vastes qui nous permettent de mieux encore voir les différentes facettes de Victor Creed. X-Men Trial of Magneto. Un meurtre a eu lieu sur Krakoa lors du Hellfire Gala. La victime, la sorcière rouge. Non mutante que les règles fondamentales sont censées protéger. L'un des principaux suspects de son meurtre n'est autre que Magneto, le mutant maître du magnétisme, et l'homme qui pensait être son père durant de nombreuses années. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, un procès aux nombreuses révélations va se tenir. Krakoa va-t-elle ressortir indemne de tout ça? Et comment cela se fait que Wanda est de retour d'entre les morts sans aucun souvenir? Plus qu'une nouvelle série, celle-ci est la conclusion de X-Factor puisqu'il s'agit de la même personne aux commandes, Leah Williams. Très vite, on se rend compte qu'avec le large panel de personnages que la série fait intervenir, Magneto ne sera pas le centre de l'histoire, mais Wanda. Magneto est assez vite pointé du doigt, les gens ne l'aimant pas, s'acharnant sur lui, et ses soutiens aussi. Ah, sympa pour l'un des pères fondateurs de la nation. Surtout que le mobile n'est pas vraiment évident. Oh, et en plus, il n'y a pas vraiment de procès, hein. L'idée de faire un arc de rédemption à la sorcière rouge suite à House of M est une très bonne idée. Mais est-ce qu'on a besoin de X-Factor pour ça? Surtout que l'équipe n'a pas vraiment de lien avec Wanda, et que oui, X-Factor est l'équipe qui enquête sur la mort des mutants, mais d'un, elle n'est pas une mutante, et de deux, l'enquête est d'un what the fuck. Mais on comprend que Williams est attaché à ses personnages, et veut du temps pour parler de Prodigy ou de High-Boy. On sent bien qu'à l'origine, ce n'était qu'un arc de X-Factor qui a été renforcé marketingement. Le plus gros problème du titre, c'est la résolution du mystère qui ne tient pas debout. Vous n'avez que peu de chances de deviner qui va être désigné comme
comme vrai coupable, alors que l'envers de l'histoire, elle, est assez prévisible, même si on ne comprend pas vraiment le pourquoi. À ça s'ajoutent des scènes d'action en veux-tu en voilà, qui servent à prolonger artificiellement l'intrigue. Avions-nous besoin de voir les mutants et les Avengers contre des kaiju liés à Wanda? Et pire, la plupart des explications ne sont données qu'à la fin, rendant le tout assez indigeste. Par contre, ce qui est brillamment traité ici, c'est la relation de la sorcière rouge et de Magneto. C'est un plaisir de les voir renouer ensemble, de voir le statut de Wanda changer au sein de la communauté mutante, passant de usurpatrice à rédemptrice, et offrant de nouvelles possibilités pour les résurrections, mais rendant la mort encore plus frivole. En somme, de bonnes idées, de bons sentiments, d'excellents dialogues, mais une très mauvaise mise en place et une tentative de rendre le tout ultra complexe à base de « c'est magique », sans bien expliquer pourquoi, qui fait que Trial of Magneto ne marquera pas longtemps les esprits. X-Men The Onslaught Revelation. Venu tout droit des pages de Way of X, l'un des plus grands ennemis des X-Men est de retour, Onslaught, et est prêt à lancer une grande fête où tout le monde doit s'entretuer, et c'est à Diablo et sa bande de tenter d'empêcher que Krakoa ne finisse dans les abysses. Avec ce one-shot qui sert de conclusion à Way of X et à toute l'idée autour de la religion mutante, on s'attendait à de grandes choses. Et côté religion, c'est bien grâce à cette dernière, l'étincelle, que Kurt et son culte vont réussir à battre Onslaught. Mais plus que ça, c'est plus le concept général de croyance tout court dont il est question. Croire en soi, en son prochain, etc. Au final, Onslaught n'est pas le même niveau de menace que par le passé. On parle ici d'un gars qui organise une rave suicide. Et en plus, on apprend que les personnes derrière tout ça sont encore une fois Orchis. Décidément, c'est toujours eux, hein. Mais du coup, pourquoi en faire un titre à part? Pour l'argent, faut croire. Car en fait, c'est vraiment Way of X 6 et il ne peut pas être lu en dehors des autres épisodes. J'ai surtout la sensation que l'auteur ne savait pas trop où aller avec son concept parce qu'au final, on n'a rien de bien innovant. Voire, on tourne autour du pot. Et tout ça pourquoi? Pour que Kurt forme un nouveau groupe pour protéger Krakoa? Les légionnaires? La réponse à la religion mutante est une sorte de police? C'était bien long pour ce que ça voulait raconter en fait. Et avions-nous vraiment besoin de Onslaught? Car au final, le plus intéressant était de voir les dérives du rêve. Et pour ça, nous n'avions pas besoin de l'alter ego de Xavier plus Magneto, ou de religion, voire même de Légion tout court. Inferno. Moira MacTaggert connaît l'avenir. Et pour cause, elle a vécu plusieurs vies et a tout retenu des continuités passées. Elle a partagé son savoir avec Magneto et Charles Xavier et les a aidés à faire de Krakoa un havre de paix pour les mutants. Elle leur a aussi permis de les ressusciter à volonté. Elle n'avait qu'une condition, ne jamais réanimer l'extralucide Destiné. Mais Mystique n'est pas d'accord, et aujourd'hui, tout va brûler dans les flammes. Quelles sont les véritables intentions de Moira MacTaggert et ses raisons pour avoir refusé la résurrection de Destiné? Malgré son titre, Inferno n'a rien à voir avec l'event des X-Men des années 80. Inferno, c'est les adieux de Jonathan Hickman à la relance des X-Men, dont il est l'instigateur avec House of X, Power of Ten, il y a déjà 3 ans. On sait que des différents créatifs ont fait que le scénariste voulait faire avancer les intrigues, là où les autres auteurs étaient contents du nouveau statu quo et voulaient rester plus longtemps sur cette phase. Du coup, on peut se demander si Inferno est une bonne conclusion pour Jonathan Hickman. Avec Inferno, Hickman apporte enfin une évolution au statut de Moira MacTaggert. On apprend donc que celle qui est responsable de la création de Krakoa avait un plan dans le plan. Son but était bien d'isoler les mutants afin de les guérir de leurs conditions de mutants, afin que ces derniers ne perdent pas comme dans les futurs qu'elle a vécu. Alors en soi, ne plus être un mutant n'est-il pas un échec pour les mutants? Puis on a vu avec Omega Sentinel que dans son futur à elle, les mutants gagnaient tout le temps. Un petit peu antithétique, non? Inferno, c'est surtout l'histoire de Mystique, qui est bien déterminé à faire tout ce qu'il faut pour que sa femme destinée revienne à la vie. Le hic, c'est que la seule règle que Moira a imposée à Xavier et Magneto est de ne pas ressusciter de mutants capables de voir l'avenir. Bah ouais, ça foutrait en l'air les plans de madame. Du coup, ça annonce pas mal de problèmes avec la polymorphe, non? Inferno, c'est donc une affaire de politique interne à Krakoa, plus qu'une aventure de super-héros. Mais malgré ça, on a le droit à notre lot de combats, de morts, de résurrections, mais le tout entremêlé d'alliances, de trahisons, de faux semblants et de retournements de situation rendant la lecture captivante. On en découvre un petit peu plus sur les vraies intentions de l'Omega Sentinel, de Nimrod, de tout Orchis. Depuis le temps, c'est pas mal. Entre Moira, Emma, Mystique, Omega Sentinel et Destiny, on a pas mal de femmes qui essayent de lutter contre le destin et contre les hommes qui veulent tout diriger. Mais le tout fait parfois mal écrit, comme Emma qui ne supporte pas qu'on les trahit, quitte à agir contre les intérêts de la nation ou de son peuple. Elle qui par le passé a fait pire au moins
1 million de fois, on va dire. Pas mal d'éléments de l'histoire sont d'une facilité scénaristique assez troublante, voire ne trouvent pas de réponse. Ah, ça tombe bien! Comme le fait que personne ne s'est dit que Mystique pèterait un câble au bout d'un moment, qu'aucun contrôle ou contre-mesure n'ait été mis en place dans ce genre de situation. Pourquoi Moira avait-elle besoin d'être cachée tout ce temps? Si Xavier et les siens se salissent autant les mains, pourquoi ne pas utiliser ses pouvoirs pour changer les idées des gens d'Orkis ou de Mystique? Ça l'a pas gêné de faire oublier les choses à Monsieur Fantastique. Et là, ça serait pour le bien de tous les mutants. Xavier ne connaît pas les vrais plans de Moira alors que cette dernière lui a ouvert son esprit dans House of X Power of Ten. N'y avait-il pas moyen de trouver une nouvelle voie en faisant collaborer Moira et Destiny? Parce que j'avoue que ce côté, il n'y a que 2 ou 3 avenirs possibles, ça paraît un petit peu ridicule, surtout au sein de l'univers Marvel. On assiste donc à l'éclatement du Conseil silencieux et par là même à la déchéance de Krakoa. Mais au final, nous en tant que lecteurs, on sait pas vraiment du côté de qui on est supposé être. Je dois soutenir Xavier ou Mystique? On doit se réjouir ou être effrayé? Le pire avec Inferno, c'est que pour moi, il est un désaveu total des autres séries. Vous avez lu House of X Power of Ten? Vous pouvez quasiment enchaîner sur Inferno sans lire toutes les autres séries, tellement il n'y a pas grand chose d'important qui s'est passé, ou alors l'édito de Panini fera très bien son job. Il se passe pas mal de choses au cours de Inferno, et pour être clair avec ceux qui ne l'ont pas compris, quasiment tout ce qui se passe ici est meilleur que 90% des séries X que j'ai pu lire depuis House of X Power of Ten. Le problème, c'est que le tout fait rusher. On aurait aimé voir ces choses plus diluées au fil de plus d'épisodes, ou dans d'autres séries, voire uniquement dans la série X-Men de Hickman. Mais on a eu plus de la présentation d'univers qu'autre chose. En plus, pas mal de personnages ont des comportements qui changent pas mal, que ce soit Emma Frost, Doug Ramsey ou Moira. Et du coup, digérer tout ça en si peu de temps, là aussi, c'est compliqué. On sent que pas mal d'idées sont laissées là pour que d'autres auteurs puissent en faire quelque chose. Mais du coup, ça nous laisse encore avec pas mal de questions sur ce qu'il va advenir et sur ce que Hickman avait vraiment en tête pour la suite. Et en ça, Inferno restera en partie une déception. Malgré tout, Inferno permet à l'univers X de beaucoup avancer et de le faire entrer dans une nouvelle étape, même si j'avoue que je m'attendais à plus. Ce n'était pas la fin annoncée, mais le début de l'effondrement du paradis. Le tout est porté par de très jolies planches d'artistes de talent comme Valerio Chitti, Stefano Caselli ou RB Silva, qui donnent vie à ce moment si crucial de la vie de Krakoa. Il faut lire 14 séries pour suivre tout Trial of X, soit 64 comics, pour un total de 256$ si tous les comics étaient à 4$, ce qui n'est largement plus le cas, mais c'est la base avec laquelle on est parti pour notre étude des events. On est loin des prix d'autres events, c'est toujours ça. En ce qui concerne cette époque en France, Panini Comics a continué avec son format softcover. Tout l'événement est sur 11 tomes avec une version souple à 16€ et une version dure en cartonné pour 20,99€. Avec cette période Trials of X, nous pouvons dire au revoir à de nombreuses séries, que ce soit Aliens, Excalibur, Way of X, X-Corp, Marauder, Sword ou X-Factor. Oui, parce que Trial of Magneto, c'est toujours X-Factor, on est d'accord. Certaines parce qu'elles n'ont pas rencontré leur public, et d'autres parce qu'il y a des changements de direction au sein de la gamme ou d'équipes créatives. Mais étrangement, ces séries faisaient partie de celles que j'ai le moins bien notées jusque-là. Comme quoi, la vie devait être plus partagée que ce que je pensais. Et c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait du changement. À côté de ça, on a le droit du renouveau avec les X-Men de Gary Dugan, qui tentent de renouer avec le monde super-héroïque, et le Inferno de Jonathan Hickman, qui fait enfin bouger les choses. Jusque-là, les titres voulaient explorer différents aspects de Krakoa. Mais maintenant, j'ai la sensation qu'on essaye de parler de trop de choses en même temps. On essaye de nous parler de la vie sur l'île, de la vie dans le reste du monde, de la nouvelle société sur Mars. Le tout devient vite confus, quand les menaces, elles, semblent assez répétitives à la longue. Du coup, le vent de fraîcheur apporté par Inferno pourrait faire du bien, même si je pense que la prochaine avancée ne se fera qu'au prochain grand event. On en revient toujours à cette grande question. Avait-on vraiment besoin d'autant de titres mutants quand on voit le surplace que font la plupart des histoires? Et ce n'est pas le nombre de nouvelles séries et autres tie-in dans les events qui attendent l'univers mutant qui va faire changer les choses. Malgré tout, on a toujours des moments très sympas dans cet univers, mais le tout est tellement noyé au milieu d'histoires assez moyennes que je crois qu'on peut assez facilement dire que tout lire de l'ère Krakoa ne sert pas à grand chose. Même moi qui lis les aventures des mutants depuis le milieu des années 90, je connais une lassitude qui me fait ne pas lire les titres pendant plusieurs mois, puis rattraper mon retard par la suite, et les vidéos aussi du coup, désolé. Comme je l'ai dit plus tôt, Inferno est une lecture qui peut se faire quasiment sans la lecture de Dawn of X, Reign of X, Hellfire Gala et Trials of X. Du coup, si vous avez aimé House of X, Power of Ten, je vous recommande de faire l'impasse et de lire directement Inferno. Et en tant que fan des X-Men, c'est un crève-cœur de vous dire ça. Espérons que la suite, Destiny of X, arrive à redonner un petit peu plus envie.
Et ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les séries qui vous tentent le plus et votre avis sur cette fin d'ère des X-Men. Si c'est ta première fois sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater sur les comics et les cartoons. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, voire un petit commentaire. Et pour m'aider, tu peux même aller faire un tour sur Tipeee pour faire un petit don. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See ya!